d'abord pour l'invitation du CRUGEF de présenter cette carte conceptuelle. Alors, je suis Travers Posé, je suis un psychologue de formation, un thérapeute conjugal et familial aussi. Aujourd'hui, je vais vous présenter une carte conceptuelle qu'on a conçue concernant le premier épisode psychotique. Alors, d'abord, juste dire au départ que moi, là, je ne suis pas un spécialiste des troubles psychotiques. Alors, donc, si vous me posez des questions là-dessus, j'y connais très peu de choses. Sinon, ce que j'ai lu dans la littérature pour construire la carte conceptuelle. Alors donc, mais j'ai quand même une bonne compétence dans la création des cartes conceptuelles. Et c'est là-dessus que en fait, c'est pour ça que j'ai travaillé sur cette carte-là, parce que j'avais cette expertise-là de la construction de ces outils-là d'évaluation. Alors donc, l'objectif de la présentation, c'est de vous présenter une carte conceptuelle qui a été construite en collaboration avec, bien sûr, des gens là, qui ont aidé. J'ai eu 2 étudiantes remarquables qui ont fait des recensions d'écrits systématiques. Donc, c'est Claude Bach-Dion et Andréane Houle, donc qui ont vraiment fait un travail remarquable de recension des écrits. J'ai travaillé aussi avec une équipe d'intervenants au CIUS de l'Estrie-Chu. Donc, ce sont des intervenants qui travaillent auprès de jeunes qui vivent des premiers épisodes psychotiques. Donc, ces personnes-là ont été, en fait, les gens qui ont vérifié le travail que j'avais fait. Ils m'ont fait énormément de suggestions. Ils ont validé la carte. Et à un moment donné, ils m'ont donné la solution sur la carte. Ils ont dit c'est exactement comme ça. Puis c'est comme ça qu'ils voyaient la problématique. Et j'ai travaillé de façon étroite aussi avec une coordonnatrice qui est Pascale Dumais, avec qui on a beaucoup échangé et qui m'a aussi beaucoup guidé dans la construction de cette carte conceptuelle-là. Alors, comment ça fonctionne, grosso modo? Bon, je vais vous parler de ce que c'est qu'une carte conceptuelle tantôt, mais d'abord, on a fait une carte conceptuelle. Ça a été la première étape dans la construction de la carte, c'est qu'on construit une première épreuve, si on veut, de la carte conceptuelle. Ensuite, je travaille généralement avec des équipes d'intervenants. Donc, au CHU de Sherbrooke, on a travaillé avec les intervenants qui ont discuté avec moi de la présentation graphique, des facteurs de risque qui ont été retenus, d'autres qui trouvaient qu'il manquait de l'information sur certains facteurs de risque. Donc, ce sont des gens qui viennent beaucoup bonifier la littérature scientifique par leur expertise clinique et toutes les connaissances implicites qu'ils ont pu développer au fil des années. Donc, cette connaissance-là, on a ici aussi tenté d'intégrer cette connaissance-là dans la construction de la carte. Les gens m'ont fait aussi une première critique importante. Ils ont dit, bien, tu as une carte explicative du PEP, mais tu ne nous parles pas beaucoup des pronostics et quels sont les facteurs qui vont favoriser ou non une évolution positive de la maladie. Et donc, on a dû refaire une autre recension des écrits pour essayer de voir quels étaient les facteurs associés à un pronostic favorable ou défavorable du premier épisode psychotique. J'ai représenté cette recension d'écrits-là aux équipes et les gens m'ont fait des corrections, ont ajouté des petites choses, mais dans l'ensemble, ça a été reconnu. Et on a fait une dernière rencontre de validation où on a pris la carte conceptuelle finale et on l'a appliquée sur des cas cliniques pour voir est-ce que ça fonctionne. Alors donc, ça a été ça notre étape dans la construction de la carte conceptuelle. Donc, l'objectif de la présentation, c'est de vous montrer le résultat de ce travail-là. Alors d'abord, commencer par le contexte. Pourquoi construire une carte conceptuelle du premier épisode psychotique? Alors, le contexte, c'est que, bon, il y a eu une publication par le ministère en 2017 sur un cadre de référence des programmes d'intervention pour le premier épisode psychotique. Alors, c'est un document, à mon avis, c'est un excellent document de référence et le ministère, dans le cadre de ce document-là, de ce projet-là, le ministère propose l'instauration d'équipes multidisciplinaires, interdisciplinaires pour détecter le plus tôt possible et traiter rapidement les personnes qui vivent le premier épisode psychotique et celles qui sont à risque de psychose, afin d'offrir une intervention à ces jeunes-là et à leurs proches, afin d'éviter le plus possible une détérioration de la situation de ces personnes-là. Alors, c'est vraiment, donc, c'est un projet qui a été lancé par le ministère et qui doit s'implanter dans tous les 6 CIUS avec une méthodologie relativement homogène d'un établissement à l'autre. Alors, les objectifs qui étaient fixés dans ce document-là aux équipes, c'est donc diminuer la durée de période sans traitement pour ces jeunes-là. On va voir tantôt que plus la période est courte, plus le pronostic est favorable, d'où l'importance de travailler de façon très rapide auprès de ces personnes-là.
améliorer l'engagement du jeune à s'impliquer dans son traitement et à son maintien en rémission, parce qu'on va voir tantôt que l'abandon de la médication ou l'abandon du traitement contribue beaucoup à une sorte de chronicité du trouble, et réduire au minimum les effets à court terme et à moyen et à long terme de cette maladie-là. Alors, dans le cadre de ce cadre de référence-là, en fait, on vise à énoncer donc les objectifs, les normes et les modalités organisationnelles des cliniques afin d'assurer donc un travail interdisciplinaire autour de cette problématique-là. Alors donc, dans ce cadre de référence-là, donc on inscrit, on décrit les principes directeurs du PEP, là, en fait, des programmes d'intervention pour le premier épisode psychotique. Donc, on parle de l'importance de la détection rapide, de l'accessibilité des services, une intensité, une proximité aussi des services et la continuité des services auprès de cette population-là. Donc, ça, c'est très important pour assurer, pour réduire autant que possible l'effet d'un premier épisode psychotique sur la continuité de la maladie. Donc, il y avait dans ce document-là aussi les principaux objectifs organisationnels, donc comment fonctionnent les références des personnes vers les PEP, la question de l'offre de services, qu'est-ce qu'on doit offrir, la composition des équipes en fonction de la population à desservir, la durée des interventions. Donc, le ministère a prévu donc un cadre général d'intervention avec aussi une gamme de services à offrir à la population. Et dans ce document-là, on parle de l'importance de travailler dans une réelle interdisciplinarité auprès de cette population-là. Alors moi, j'ai rencontré donc des personnes qui sont responsables des programmes de santé mentale à Sherbrooke. Et là, on me dit, est-ce que tu veux faire partie de ce comité-là pour élaborer un peu quelles seront les équipes? Mais moi, je n'y connais rien en problème psychotique. Je dis, moi, je ne connais rien là-dedans. Mais j'ai lu le document, puis ce que je leur dis, c'est, il me semble qu'il y a un problème dans votre document, c'est que la principale limite du document du ministère, c'est qu'on ne propose pas de modèle explicatif intégré de ce que c'est qu'un premier épisode psychotique. Alors, puis moi, je dis, mais si on veut assurer une cohérence dans une équipe interdisciplinaire, il faut au moins partager un modèle explicatif commun. Alors, j'ai dit, mais ce que je peux vous faire, c'est essayer de construire, si vous êtes intéressé, je vais vous construire une carte conceptuelle, un modèle explicatif structuré sur la base des connaissances qu'on a, pour vous aider dans votre travail interdisciplinaire concernant cette population-là. Et donc, on s'est engagé dans ce travail-là avec le CIUS de l'Esti de Sherbrooke. Alors, donc, je vais commencer par vous définir ce que c'est que le PEP, tel que défini en littérature. Donc, qu'est-ce qu'un PEP? C'est la période où, pour la première fois, une personne présente des symptômes psychotiques. La personne peut ne pas comprendre ce qui lui arrive et ces symptômes peuvent être hautement dérangeants et complètement étranges, la laissant confuse et en détresse. Et la détresse est souvent augmentée par toute la question des préjugés concernant la problématique de la santé mentale. Donc là, j'ai ça, donc je vis mal, je ne veux pas en parler parce que c'est sûr que qu'est-ce que les gens vont dire autour de moi, autour de cette problématique-là. Donc, il y a une pression sociale qui contribue à accentuer la problématique. Quels sont les principaux symptômes des troubles psychotiques? Donc, dans le DSM-5, on parle, donc ça prend des idées délirantes, des hallucinations, un discours désorganisé, un comportement grossièrement désorganisé ou catatonique et des symptômes négatifs, donc l'incapacité à faire les activités de tous les jours. Pour établir un diagnostic donc, de troubles psychotiques, ça prend la présence de 2 critères parmi ces critères-là sur une période d'au moins 1 mois. Alors ça, c'est les critères diagnostiques utilisés pour établir le diagnostic. Les intervenants avec qui j'ai travaillé au CHU de Sherbrooke, ils me disent « Hey, fais attention, là, il faut faire attention quand on travaille auprès de ces populations-là. Il faut être très prudent avant d'établir un diagnostic. » Alors, les gens ont beaucoup insisté sur l'importance, avant de poser un diagnostic, d'abord commencer par faire une évaluation médicale importante de ces individus-là. Donc, vérifier la question de la prise de substances, donc de médicaments ou de drogues, parce que ça peut avoir un impact sur le fonctionnement psychologique et cognitif des personnes. Il y a des conditions médicales qui peuvent aussi avoir une influence sur le comportement des personnes, donc une encéphalite, des carences nutritionnelles, une infection, une épilepsie, des troubles endocriniens. Donc, il faut vérifier ces éléments-là et aussi voir s'il n'y a pas la présence d'autres diagnostics psychiatriques comme un TOC, un TAG, un TPL ou de la phobie sociale. Donc, on commence par éliminer ces situations-là avant de poser un diagnostic de premier épisode psychotique. Alors, les intervenants m'ont dit il faut vraiment mettre l'accent sur une bonne évaluation médicale et psychiatrique avant
de poser un diagnostic de PEP. Alors, quelques chiffres concernant la psychose et le PEP. Donc, la littérature, puis on voit ça dans le document aussi fait par le ministère. Donc, on estime à peu près à 3,5 % le taux de prévalence à vie de toutes les formes de psychose. Ça reste quand même une population qui est assez imposante. On note que la psychose débute le plus souvent entre 15 et 25 ans. D'ailleurs, les programmes PEP visent en particulier cette population-là. On reconnaît qu'il y aurait à peu près 4 personnes sur 1000 des jeunes entre 15 et 25 ans qui seraient atteints d'un premier épisode psychotique. Et l'incidence du PEP serait entre 34 et 44 nouveaux cas par 100 000 personnes année. Alors donc, ça fait quand même une population, quand on est dans une population d'1 million, bien, vous multipliez ça par 10 et vous allez avoir un nombre quand même important de personnes à qui il faut offrir des services. Alors, la maladie apparaît pas comme ça soudainement. Il y a des signes annonciateurs, il y a des facteurs prédisposants, il y a des facteurs qui vont tout doucement montrer, annoncer l'apparition potentielle d'un premier épisode psychotique. Donc, il y a une évolution de la maladie qu'il faut connaître pour être peut-être capable de détecter le plus rapidement possible les individus les plus à risque. Alors, on dit que la psychose est souvent précédée par une période de prodrome. C'est une période qui précède la psychose franche. En fait, ce sont quelques symptômes psychotiques, mais sans que ce soit vraiment franchement psychotique. Et ça peut être une période qui peut durer assez longtemps. Durant cette période-là, la personne va présenter des symptômes non spécifiques. Il va y avoir des troubles de sommeil et parfois la présence de certains symptômes psychotiques atténués ou transitoires. Et pendant cette période-là, donc, on observe que plus la période entre les premiers symptômes de psychose et le début du traitement est courte, meilleur est le pronostic. D'où l'importance de détecter très rapidement. Plus on détecte rapidement, plus on peut offrir un service rapide auprès de cette population-là. D'où l'importance de la proximité, de la continuité, de l'accès facile à ces services-là pour réduire autant que possible l'impact de cette problématique-là. Alors, ce qu'on note dans la littérature, c'est que la grande majorité des personnes qui vont vivre un premier épisode psychotique vont connaître une rémission dans les symptômes au cours de l'année qui suit la première crise. Donc, il y a quand même une évolution favorable pour un bon nombre de personnes. Et quand on regarde dans un contexte de psychiatrie courant, on observe qu'environ 30 % des patients abandonnent prématurément leur traitement. C'est sûr que l'abandon des traitements augmente la probabilité de récidive. Et donc, le taux de rechute suivant l'interruption de la médication est extrêmement élevé. Donc, dans 77 % des cas, il va y avoir récidive après 1 an d'abandon de la médication et dans 90 % après 2 ans de médication. Donc, l'importance de la prise de médication et le soutien du client autour de la prise de médication semble apparaître comme un élément déterminant dans le suivi de ces personnes-là. Alors, maintenant, on va rentrer dans qu'est-ce que c'est qu'une carte conceptuelle et je vais vous présenter par la suite la carte conceptuelle du premier épisode psychotique. Qu'est-ce que c'est qu'une carte conceptuelle? Essentiellement, une carte conceptuelle, c'est une représentation graphique, visuelle, qui tente de rendre explicite, d'illustrer quels sont les facteurs de risque, quels sont les facteurs de protection associés à une problématique. Donc, on tente d'organiser le matériel, la connaissance scientifique, en mettant ensemble les différents facteurs reconnus par la littérature. Donc, une carte conceptuelle, donc, quand elle est bien construite, bien, ça permet d'appréhender dans un seul coup d'œil l'ensemble de la problématique et l'ensemble des facteurs qui contribuent à cette problématique-là. Je dirais un des objectifs importants dans une carte conceptuelle, c'est de soutenir la pratique évaluative des intervenants. C'est-à-dire que si j'ai une carte conceptuelle qui présente l'ensemble des connaissances, des facteurs de risque de protection autour d'une problématique, bien, l'intervenant va être soutenu dans son évaluation. Il va savoir quelles sont les principales dimensions à considérer pour, d'une certaine façon, établir quelle est la sévérité aussi. Est-ce qu'il y a un cumul de facteurs de risque ou est-ce qu'il y a plutôt beaucoup de facteurs de protection avec quelques facteurs de risque? Donc, en fonction de son évaluation, bien, il va y avoir aussi un pronostic qui va suivre. Est-ce que c'est un pronostic plus ou moins favorable en fonction de cette évaluation-là? Donc, ça permet vraiment de nous faire une tête en documentant l'ensemble des facteurs qui sont considérés dans la littérature comme étant importants associés à la problématique. Et ce que ça fait, je trouve, l'utilisation d'une carte, parce qu'une carte conceptuelle, c'est basé sur une recension des écrits,
Et les gens, quand ils utilisent une carte conceptuelle, ils commencent par lire la recension des écrits. Donc, on a une recension des écrits sur le premier épisode psychotique, donc peut-être une quarantaine de pages de toute la littérature. Donc, la littérature est résumée dans une recension des écrits. Les gens lisent la recension et ensuite consultent la carte et comprennent donc le sens de chacune des bulles qu'on met. Bien, il y a une définition de tous ces concepts-là dans la recension des écrits. Donc, d'une certaine façon, quand on utilise une carte conceptuelle, bien, on est à jour dans la connaissance scientifique concernant la problématique. Donc, ça vient soutenir l'utilisation de données probantes dans la pratique clinique, mais ça n'empêche pas d'utiliser les connaissances implicites, les connaissances professionnelles, puisque quand on construit la carte, on va intégrer aussi ces connaissances implicites-là que les intervenants ont développées au fil des années. Donc, on essaie de tenir compte de cette connaissance-là dans la construction de la carte conceptuelle. Alors, donc, les recensions des écrits, bon, on utilise généralement des données, des recherches empiriques, des recensions d'écrits, des méta-analyses sur les problématiques retenues. Alors, on commence par procéder à une recension des écrits systématique, donc, sur la problématique des facteurs de risque associés. On fait la liste de tous les facteurs de risque et de protection reconnus dans la littérature et qui sont reconnus comme faisant assez consensus entre les auteurs. Donc, on ne prendra pas une variable qui a été nommée par un seul auteur puis qui n'a pas eu de suite autour de cette variable-là. Donc, on prend ce qui semble qui fait relativement consensus. Ensuite, on regroupe l'ensemble de ces variables-là autour de concepts principaux. Par exemple, vulnérabilité personnelle, vulnérabilité familiale. On cherche nos concepts principaux auxquels on attache les variables ou les facteurs plus singuliers autour de ces grandes dimensions-là. Et ensuite, l'étape qui suit, c'est ensuite voir, mais comment toutes ces dimensions-là sont interreliées? Quels sont les facteurs médiateurs, les facteurs modérateurs dans l'organisation, la relation entre toutes ces variables-là pour expliquer l'apparition d'un PEP? Alors donc, ça demande une capacité d'organisation, une bonne connaissance, je dirais une bonne connaissance surtout du modèle écologique, parce que la plupart des cartes sont construites sur la base des principes du modèle écologique de Bronfman-Brenner. Alors voilà comment on construit, puis ensuite je vous ai parlé tantôt qu'on va aller chercher toujours des experts du contenu, des experts donc cliniciens, des experts de recherche aussi, qui viennent corriger et nous disent, bon ben, t'as oublié tel auteur, bon, ou on me dit, mais tel auteur, c'est pas vraiment, ça n'a pas été, on n'a pas gardé ce genre d'études-là, ça ne s'est pas avéré valide avec le temps, donc ils me font des corrections pour savoir qu'est-ce qu'on doit conserver dans le temps. Alors, à quoi ressemble notre carte conceptuelle? Parce que c'est ça l'objet de notre présentation. Alors, voici, ça c'est la première figure de la carte conceptuelle du PEP. Alors, ici, vous avez donc, je dirais, cette carte conceptuelle-là, on voit, c'est une carte conceptuelle qui est construite en fonction d'une évolution de la maladie. Donc, c'est vraiment comment les choses vont évoluer dans le temps. Alors, il y a d'abord, à gauche pour moi de l'écran, il y a d'abord la phase qu'on va appeler la phase prémorbide, ou j'appellerais aussi les facteurs prédisposants de la première épisode psychotique. Donc, il y a une série de variables, de facteurs personnels, environnementaux, développementaux et familiaux qui vont être des facteurs de risque. Ce sont des facteurs de risque. Bien sûr que le cumul de facteurs de risque augmente la probabilité, mais ce sont donc des facteurs de risque qu'un évaluateur, par exemple, on a un jeune qui se présente avec certains symptômes, bien, de faire le tour de ces éléments-là nous permet de voir, est-ce que je suis vraiment dans le territoire d'un PEP et est-ce qu'il y a beaucoup de facteurs de risque qui caractérisent la situation d'un jeune? Alors donc, il y a toujours une prédisposition qui peut être biologique, mais aussi environnementale. Il y a presque toujours, en tout cas la littérature dit, il y a toujours un facteur déclencheur qu'on va appeler un facteur précipitant de la crise psychotique. Et dans les facteurs précipitants, tout ça, on va regarder ça de façon plus détaillée plus tard. Donc, il y a des facteurs précipitants. Et là, on va voir apparaître les premiers signes avant-coureurs d'un PEP. Là, il va y avoir donc une altération du fonctionnement général de la personne avec toute une série de symptômes qui sont là. Et l'étape suivante, c'est l'apparition du PEP avec aussi tous les facteurs qui sont concomitants, d'autres problèmes qui peuvent accompagner le PEP en tant que tel. Alors ça, c'est l'évolution de la maladie, donc une phase prémorbide où on pourrait appeler les facteurs prédisposants. Il y a une phase prodromique, donc là, on a les premiers symptômes
psychotiques qui apparaissent et dans laquelle, là, c'est vraiment le temps d'intervenir le plus rapidement possible pour éviter que les choses se détériorent, avec ensuite le premier épisode psychotique. La carte, bon, ça se continue dans le temps, là, mais il y a aussi des conséquences associées, il y a des impacts au premier épisode psychotique, et les impacts vont être modulés par des facteurs qu'on va appeler des facteurs associés à un pronostic favorable, et il y a des facteurs qui sont associés à un pronostic défavorable de la problématique. Donc, les conséquences vont être fonction, est-ce qu'on a réussi à mettre en place autour de la personne des facteurs plus ou moins favorables pour éviter les impacts négatifs de la problématique. Alors, voilà comment fonctionne la carte conceptuelle. On va regarder ensuite chacun des concepts pour les définir davantage. Alors, donc, le premier concept, donc on est dans les facteurs prédisposants du premier épisode psychotique. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces bulles-là? Alors, ça, on les documente un peu plus. Donc, dans les facteurs génétiques, bien sûr, l'historique familial de psychose. Donc, si j'ai eu des parents qui ont des problématiques de psychose, j'augmente le risque de présenter moi-même des problèmes psychotiques. Il y a certaines aberrations du développement cérébral, mais là, je ne vous dirai pas tous les noms scientifiques autour de ça, mais il y en a un certain nombre. Il y a des facteurs périnataux, donc des infections périnatales, la famine de la famille de la mère, des complications obstétriques et des stress durant la grossesse sont des facteurs qui peuvent nuire au développement de l'enfant. Le fait des histoires de placement en institution par les autorités ou des histoires pour les enfants, des histoires de maltraitance, donc la négligence, abus physiques ou psychologiques, sont des facteurs qui peuvent contribuer à la vulnérabilité individuelle de la personne. Il y a des problèmes développementaux, donc on note que chez certaines personnes, il va y avoir en bas âge des retards de langage, un dysfonctionnement cognitif ou un dysfonctionnement moteur. Au plan psychologique, on note donc une faible estime de soi, des troubles cognitifs, éventuellement la présence d'un TDAH. Il y a des auteurs qui parlent de névrosisme infantile ou de personnalité schizotypique. Alors, ce sont des facteurs possiblement présents chez certaines personnes. On note aussi des difficultés sociales, de faibles habiletés sociales, et parmi les facteurs familiaux, un environnement familial émotionnel négatif, une faible cohésion familiale et une faible flexibilité familiale seraient des facteurs. Donc, de connaître ces facteurs de risque-là, ça permet à l'intervenant, donc, de documenter toutes ces choses-là et de voir, est-ce que j'ai une configuration de facteurs plus négatifs? Est-ce qu'il y a plus ou moins de facteurs qui permettraient d'expliquer la plus ou moins grande vulnérabilité personnelle de l'individu pour faire face aux événements perturbateurs qui vont suivre? Alors, quand on parle de facteurs donc, déclenchants, précipitants, ou les gens du centre jeunesse disaient plutôt des facteurs catalysants. Alors, parmi les facteurs catalysants, il y a deux grands facteurs qui apparaissent. D'une part, la consommation de drogue et d'alcool. Donc, c'est sûr que la consommation de cannabis, la précocité du début de la consommation, le dosage cumulatif de consommation, le fait de commencer à consommer précocement, de consommer de façon importante et éventuellement l'usage de deux substances seraient des facteurs très défavorables pour l'apparition du premier épisode psychotique chez quelqu'un qui aurait déjà un certain nombre de facteurs prédisposants. Il y a plusieurs gens qui vont consommer, mais si je n'ai pas de facteurs prédisposants, je ne serai pas nécessairement appelé à... C'est pas parce que je prends du cannabis que je suis à risque. Si je prends du cannabis, si je suis à risque, c'est parce que j'ai des facteurs prédisposants qui m'amènent à être plus à risque que les autres. Et il y a des stress environnementaux, donc les stress psychosociaux, environnementaux, socio-économiques, les événements de vie négatifs. La personne peut être aussi hypersensible au stress. J'ai déjà vu dans ma pratique clinique des événements familiaux négatifs, donc des stress familiaux très sévères. Peuvent être des éléments qui rendent la personne qui est déjà vulnérable, on augmente la probabilité que la personne commence à présenter certains symptômes psychotiques. Ensuite, on rentre dans les facteurs on rentre dans la phase prodromique de la maladie, donc l'apparition de certains signes avant-coureurs d'un premier épisode psychotique. Alors, quels sont ces indices-là, ces facteurs-là? Alors, on parle donc de la présence de troubles psychologiques, donc la présence de dépression, d'anxiété, la difficulté aussi à reconnaître ses émotions. Ce seraient des facteurs qui caractériseraient la personne qui commence à être à risque vraiment du premier épisode psychotique. Mais l'anxiété, beaucoup d'auteurs ont parlé beaucoup du phénomène de l'anxiété comme un élément important.
La présence, donc on commence à voir aussi quelques éléments, quelques indices de problématiques sur le plan cognitif, donc une diminution du quotient intellectuel et des fonctions cognitives de base. Donc la personne commence à être un petit peu moins fonctionnelle au plan cognitif. Un biais d'attribution, donc l'individu risque d'avoir des difficultés au plan de ses cognitions sociales, à avoir tendance à attribuer aux autres des intentions négatives, puis à vivre un peu moins bien, de façon en moins bonne sécurité dans ses relations sociales, avec bien sûr des conséquences sur son insertion sociale, donc une certaine compromission du fonctionnement social avec un isolement et éventuellement le chômage, l'isolement social, l'instabilité du logis lié au logement. Donc on voit que la personne se désorganise progressivement et la présence de certains symptômes positifs de psychose, donc éventuellement peut-être des idées délirantes, éventuellement des comportements où la personne n'arrive pas à finir à s'organiser dans la vie pour réaliser ces choses quotidiennes. Alors, quand on a un jeune qui commence à être assez anxieux, qui commence à avoir des problèmes cognitifs, des biais d'attribution, il s'isole, ça ne marche pas, il n'arrive pas à faire ces choses, on est vraiment dans un univers où, là, si on n'intervient pas, là, le risque que ça apparaisse, le premier épisode, il est très, très élevé. D'où l'importance de, si on connaît bien, si, par exemple, les gens en première ligne, si ces gens-là ont accès à une carte conceptuelle, ils ont un jeune anxieux, ils ne savent pas trop, et ils font un peu l'évaluation de ça, ils sont en mesure de se dire, bon, peut-être que j'ai quelqu'un devant moi qui, on aurait avantage à référer à une équipe spécialisée pour intervenir le plus rapidement possible, ou tout au moins avoir un avis. Alors, la carte conceptuelle, ça permet, je dirais, à des intervenants moins familiers, peut-être à aller chercher ou à détecter plus rapidement ces problématiques-là, parce qu'on sait que plus on le fait rapidement, plus on augmente nos chances de succès. Ensuite, apparaît le premier épisode psychotique. Quels sont les problèmes concomitants au premier épisode psychotique? Bon, certains troubles psychologiques, donc le risque de suicide ou d'idéation suicidaire. Et l'anxiété revient comme s'il y avait une augmentation de l'anxiété. Des problématiques cognitives, d'un trouble de flexibilité mentale, de coordination motrice, de fluence verbale. Donc, la personne est un peu plus désorganisée au plan de son organisation, avec des gestes d'auto-hétéro-agressifs. Parce qu'il y a des jeunes qui deviennent agressifs à l'égard des autres et ils vont devenir parfois agressifs à l'égard d'eux-mêmes. Donc, on a noté, ce que j'ai pu voir, c'est que si on est dans des familles, si le jeune a vécu dans une famille où il y a eu de la violence, il est plus à risque de présenter des comportements violents, mais souvent, le jeune va avoir plutôt des comportements violents à son égard à lui-même. Moi, je ne connais pas suffisamment la problématique, mais les intervenants m'ont dit, bon, la violence, là, chez les premiers épisodes psychotiques, c'est pas si fréquent que ça, là. Puis c'est vraiment dans un contexte particulier. Et bien sûr que dans le PEP, il y a des symptômes psychotiques habituels, les délirantes, l'hallucination, comportement désorganisé et symptômes négatifs. Alors voilà donc comment se déclinent au fond ces différentes composantes de la carte conceptuelle. Là, on va rentrer dans la question de l'évolution de la maladie. Alors, il y a des facteurs qui sont favorables, puis il y a des facteurs qui sont défavorables à une évolution plus ou moins positive de la maladie, du pronostic, une fois que la crise psychotique a eu lieu. Alors, quels sont les facteurs associés à un pronostic plus défavorable? Alors, bien sûr que si la personne a continué à consommer du cannabis ou continue à consommer des drogues, ce n'est pas un facteur favorable. Donc, c'est sûr que ça devrait être un objet d'intervention déterminant dans ces problématiques-là. On note que les gens qui sont de sexe masculin, qui sont jeunes, qui ont un faible niveau de scolarité, un quartier défavorisé, donc qui ont des conditions psychosociales défavorables, c'est sûr que ce sont des gens qui vont vivre beaucoup de stress psychosociaux. Bien, ça contribue aussi, bien sûr, à la vulnérabilité des personnes. Il y a, dans la question du traitement, donc la non-observance du traitement, la non-adhérence à la médication, la difficulté à avoir accès à un traitement, la peur de la stigmatisation et l'attitude critique des soignants apparaît comme un élément très défavorable. Donc, ce que ça nous dit ici, c'est bien sûr que le ministère avait raison de mettre un programme, donc l'importance d'intervenir de façon intensive, précoce, mais l'importance aussi de l'alliance thérapeutique. Si je travaille avec ces gens-là et que j'ai réussi à établir une bonne alliance thérapeutique, j'augmente ma probabilité de réussite. Mais si on a des attitudes plus critiques à l'égard du client ou de sa famille, c'est sûr que ça nuit nécessairement à l'adhésion des gens au traitement et donc à un pronostic plus défavorable.
Le faible soutien social, ça apparaît comme quelque chose de très déterminant. Donc, si on veut traiter ces personnes-là, il faut avoir un souci de l'intégration sociale, puis pas juste l'intégration sociale, l'intégration socio-professionnelle aussi chez ces personnes-là. Le fait d'appartenir à une famille plus dysfonctionnelle, dans laquelle il y a des conflits, une histoire de violence, des antécédents familiaux de psychose, donc ce sont des éléments qui ajoutent à la réalité défavorable de la personne. C'est sûr que si les symptômes sont très sévères, ça aussi, c'est moins, ça augmente ou ça diminue un peu le pronostic favorable pour la personne. Une faible introspection, un haut niveau de détresse psychologique et de l'introversion, donc la personne qui n'arrive pas à vraiment communiquer ce qu'elle vit au plan personnel. Et, dernier élément, un fonctionnement global faible et une désorganisation et des comportements agressifs vont être des facteurs plus défavorables pour l'évolution de la maladie. Maintenant, dernier élément, excusez, le fonctionnement cognitif plus pauvre de la personne va être un élément supplémentaire. Quels sont les facteurs associés à un pronostic favorable? Donc, on doit porter notre attention là-dessus parce que c'est là-dessus qu'on tente d'agir pour augmenter, je dirais, ou favoriser un pronostic plus favorable chez la personne. Donc, premier élément, c'est sûr que les personnes qui ont un niveau de symptômes plus faible, bon, ont plus de chances de réussir. La rémission rapide des symptômes va contribuer aussi à un meilleur pronostic. Un haut score sur la dimension dépressive. Alors, les personnes qui sont plus déprimées, apparemment, auraient un pronostic plus favorable. Le fait d'être autonome et l'abandon de la consommation. Ça, c'est sûr que si ça s'est arrêté, on augmente beaucoup nos chances de réussite. Des éléments qui apparaissent, donc le fait d'avoir de la foi, d'avoir une certaine spiritualité, c'est un élément important, un bon fonctionnement cognitif, une bonne estime de soi-même, l'extraversion et une bonne introspection. C'est sûr qu'on pourrait dire les bons clients font les bons thérapeutes. Alors, c'est un peu ça, c'est des bons clients. Des clients qui ont probablement moins de facteurs de risque, c'est ceux qui vont avoir un meilleur pronostic. On est un peu là-dedans là, quand on parle de ça, là. Mais quand même, tu sais, d'avoir ce souci-là, donc, est-ce que, mettons, un jeune peut avoir aussi, mettons, une spiritualité, bon, un intérêt pour cette question-là? Bien, on peut dire, ben, c'est favorable. Donc, on cherche à augmenter les éléments qui vont contribuer à son évolution positive. Avoir une attitude positive et une croyance en la médication et une réponse rapide au traitement sont des facteurs de pronostic favorables. La présence d'un soutien familial et social. Donc, ça, à mon avis, c'est un élément déterminant. Puis, c'est pas juste dans la problématique du premier épisode psychotique, dans bien des pathologies en psychiatrie. Si on travaille au renforcement du soutien social, puis un renforcement de la présence de la famille, puis des relations positives avec la famille, on augmente nos chances. Donc, ce sont des facteurs de protection assez remarquables. Donc, ici, on est dans la qualité de l'alliance thérapeutique. Dans d'autres problématiques, pas juste dans cette problématique-là, mais c'est bien reconnu que la qualité de l'alliance thérapeutique, c'est un facteur prédictif d'un succès de l'intervention. L'absence de qualité de l'alliance thérapeutique est un prédictif de l'abandon du traitement. Alors donc, moi, je trouve qu'il y a tout un travail à faire sur l'établissement d'une relation positive, de bien documenter, de donner une bonne information concernant la maladie, d'établir, ce que ça veut dire, une bonne alliance thérapeutique, ça veut dire établir avec le client des objectifs d'intervention puis des moyens qu'on va prendre ensemble pour atteindre nos objectifs. C'est un engagement du thérapeute, c'est pas juste, bon, tu viens, tu prends ta médication puis tu t'en vas chez vous. Il y a vraiment un engagement de la personne par rapport à son traitement. C'est un élément déterminant pour la réussite et c'est vrai, c'est reconnu dans la littérature en psychothérapie que plus l'alliance thérapeutique prédit, grosso modo, à peu près 30% de la variance d'un traitement, donc l'importance de cette dimension-là dans le suivi des personnes. Le fait d'être une fille, ça semble être plus favorable. Ça apparaît souvent, sauf en anorexie, c'est l'inverse. Le fait d'être une fille, c'est un facteur de risque. L'âge plus avancé, un haut niveau de scolarité et le fait d'occuper un emploi, donc l'insertion socio-professionnelle serait un facteur positif. Et que la famille croit à la médication.
Donc, l'engagement de la famille, c'est probablement un élément déterminant pour l'engagement aussi du client dans le suivi qu'on va lui offrir. Moi, je suis un spécialiste des troubles alimentaires. Ce que je peux vous dire, c'est que si on a une famille engagée, on a un succès presque assuré. Si la famille n'est pas là, on va travailler pendant des années avec pas nécessairement un succès assuré au bout du compte. La famille, c'est un élément déterminant, d'où l'importance de l'impliquer, de l'informer, de se mettre en relation avec les familles pour qu'éventuellement on ait du soutien pour cette personne-là dans sa communauté. Alors donc, les impacts du PEP il y en a plusieurs potentiels, mais les impacts sont fonction. Est-ce que j'ai pu donner à la personne un certain nombre, ou j'ai pu exposer la personne à un certain nombre de facteurs favorables ou défavorables? Plus les facteurs sont défavorables, plus les conditions, plus les conséquences risquent d'être négatives. Donc, dans les conséquences négatives d'un premier épisode psychotique, c'est le déclin du fonctionnement cognitif, de l'anxiété, la stigmatisation, exclusion sociale, l'isolement, sentiment de honte, l'altération du fonctionnement social, l'altération du fonctionnement familial, la détresse chez les aidants naturels, l'altération des pratiques éducatives chez les patients qui ont des enfants et éventuellement un désengagement ou au contraire un engagement dans des nouveaux projets personnels ou socio-professionnels. Alors, ce sont donc toutes les conséquences potentielles qu'on peut observer chez cette population-là. Alors, les intervenants avec qui j'ai travaillé au CHU me disaient, bon, est-ce que la littérature nous donne un certain nombre de pistes d'intervention? Alors, on a fait un tour d'horizon des pistes, c'est pas exhaustif, mais ça donne un aperçu, je dirais, des éléments sur lesquels on devrait porter notre attention. Et donc, les interventions qui sont proposées, je vous les présente en fonction des couleurs et en fonction des catégories de facteurs. Donc, sur le plan des facteurs de risque prédisposants, on dit, bien, très important d'intervenir de façon précoce chez les femmes qui présentent une schizophrénie, afin de leur assurer un modèle, une vie favorable, une bonne santé, parce qu'on sait que les éléments de santé physique, on l'a vu tantôt dans les facteurs prédisposants, s'il y a des mauvaises conditions de santé physique, on augmente la probabilité que l'enfant présente éventuellement à long terme un premier épisode psychotique. On suggère aussi d'augmenter la vigilance auprès des enfants de parents qui présentent soit la schizophrénie ou des problèmes de santé mentale graves, notamment chez les enfants qui ont vécu de la maltraitance, qui ont été placés, qui présentent des retards développementaux, des problèmes psychologiques ou des difficultés sociales. Donc, dès qu'on a un enfant qui vient d'un milieu défavorable, il faut très rapidement mettre l'accent sur ces enfants-là pour les soutenir dans leur développement. Et chez les enfants qui vivent dans un milieu familial dysfonctionnel. On parle aussi beaucoup de l'importance de soutenir le développement des habiletés sociales chez les enfants qui sont les plus vulnérables. Ça, je pense que bon, les éléments, donc c'est sûr que l'implication de l'école dans ce domaine-là apparaît comme étant assez important. Concernant les facteurs précipitants, donc catalysants de la problématique, c'est sûr qu'il faut viser le plus possible à limiter la consommation de drogue et d'alcool chez les jeunes les plus à risque, notamment chez ceux qui ont commencé à consommer de façon précoce, et leur apporter du soutien concernant les traits psychosociaux auxquels ils sont confrontés. Dans les signes avant-coureurs, on observe l'importance d'assurer un suivi psychologique chez les jeunes vulnérables, donc un suivi intensif, accessible, pour les troubles dépressifs, l'anxiété, pour les propos suicidaires, pour les jeunes qui font des tentatives de suicide ou qui ont des comportements d'automutilation. Et bien sûr, pour les jeunes qui présentent aussi des problèmes cognitifs, avant-coureurs, donc des problèmes d'attention soutenue, la mémoire de travail, la vitesse de traitement de l'information, le fonctionnement exécutif, les apprentissages verbaux et du traitement des émotions. Donc, tous ces jeunes-là qui ont des difficultés au plan cognitif devraient pouvoir bénéficier d'une psychothérapie relativement rapidement. Quand on est plus dans l'épisode du premier épisode, bien sûr que, outre la prise en charge psychiatrique puis l'introduction à la médication qui est incontournable, on parle de l'importance d'assurer le soutien psychologique des patients, donc d'être très présent dans la vie de ces personnes-là, informer les patients et les familles sur la maladie et les conséquences. Donc, l'information, il faut qu'elle soit très, très bien développée pour ces personnes-là, de renforcer la relation entre les patients et les membres de la famille et leur réseau social de soutien, d'assurer du soutien aux familles pour faire face à la maladie. Donc, il y a des groupes de parents peuvent être suggérés, puis je pense que ça peut être un élément important. De proposer une intervention familiale lorsqu'il y a un problème dysfonctionnel dans la famille.
et d'assurer le soutien et l'insertion sociale et de réactiver le réseau social auprès de ces personnes-là. C'est déterminant pour, je dirais, une bonne évolution positive. Ce que je peux vous dire dans le domaine de l'anorexie, c'est que si on a réussi une bonne réinsertion sociale, on augmente de beaucoup la probabilité de sortir de cette problématique-là. Alors, j'ai quand même, en lisant la littérature, je me suis dit, il y a quand même quelques ingrédients actifs qui sont à dégager de cette recension d'écrits-là. Donc, c'est sûr qu'une intervention rapide et multidimensionnelle, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs facteurs qui sont en cause, donc une intervention qui tient compte de tous ces facteurs-là. L'implication de la famille apparaît comme déterminante parce que, effectivement, la famille peut être un soutien, mais peut être aussi une nuisance si la famille donne pas le soutien ou la famille vit de l'agressivité ou d'un dysfonctionnement par rapport à la personne. Une communication des connaissances concernant la maladie, autant à la personne en problème qu'auprès de la famille. L'établissement d'une alliance thérapeutique solide avec le patient, mais aussi avec la famille. Et le soutien à l'insertion sociale et professionnelle apparaissent comme des éléments là, que si on travaille dans cette perspective-là, on augmente beaucoup les chances que les choses évoluent positivement pour la personne. Alors, cette carte conceptuelle-là, on l'a donc développée, on l'a implantée donc dans des équipes au CIUS de l'Estrie. Et récemment, donc j'ai demandé aux personnes qui utilisent cette carte-là, mais ça marche-tu? Ça donne-tu les résultats? Ça sert-tu à quelque chose? Alors donc, ils m'ont dit, oui, ça sert, c'est super intéressant. Ils ont fait faire des photocopies de la carte conceptuelle qu'ils ont mis sur les murs de l'équipe, dans les bureaux de discussion de cas. Ça sert donc de façon importante, surtout à la formation des nouveaux intervenants. Donc, les intervenants sont déjà informés puis partagent avec l'équipe déjà un cadre conceptuel commun. Ils utilisent la carte conceptuelle dans toutes les discussions de cas. Donc, ils revoient la carte conceptuelle, ils regardent la situation, est-ce qu'on a tout documenté. Ils essaient de se donner un cadre explicatif de la problématique de la personne. Et ils utilisent la carte conceptuelle dans des rencontres de groupe de parents. Donc, ils donnent aux parents la carte conceptuelle, puis là, ils expliquent aux parents comment ça fonctionne, puis ils l'utilisent dans le cadre de ces... Moi, j'ai trouvé ça fort intéressant. Les parents ont besoin de savoir ces choses-là et ça leur donne donc... un outil de compréhension de la problématique pour ces parents-là. Les coordonnatrices me disent bon, qu'au fond, l'utilisation de la carte conceptuelle, mais ça permet de réaliser des évaluations qui sont plus complètes parce qu'on fait vraiment le tour de la situation, qui sont plus rapides parce qu'on sait qu'est-ce qu'on doit évaluer puis qu'est-ce qu'on doit évaluer de façon plus importante. Et ils me disent que ça donne aussi des évaluations plus efficaces. Donc, pour eux, là, il n'y avait pas de commentaire. J'ai dit, il n'y a pas de commentaire négatif, il n'y a pas quelque chose là, qui vous dérange là-dedans. Non, c'est très correct. Donc, c'est utilisable. Alors voilà, donc c'est à peu près ça le travail que moi j'ai pu faire autour de cette carte conceptuelle. Alors, merci de votre attention.